l'IA est devenue incontournable pour se défendre contre des cyberattaques dans les réseaux informatiques. On l'a vu, et pour cause, on a des simples réseaux de neurones qui arrivent à avoir des taux de détection plutôt exceptionnels. Donc l'IA est incontournable, mais elle n'est pas invincible. Car laissez ce réseau de neurones quelques années, peut-être 2 ans dans votre réseau, et ses capacités sont réduites de moitié. Alors, l'enjeu, c'est pas de s'équiper de l'intelligence artificielle. L'enjeu, c'est de l'entretenir et de l'intégrer dans nos réseaux sur le long terme. Je vous propose de regarder à travers différents niveaux, différentes méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour se défendre contre les cyberattaques, en commençant par des niveaux assez simples, des techniques un peu plus complexifiées, et on va terminer par une technique que vous avez peut-être jamais entendue. Bonjour à tous, je m'appelle Bilal Sagrochny, je suis étudiant à l'INSA de Lyon en tant que doctorant, je reviens un peu, voilà. Doctorant en 3e année à l'INSA de Lyon et je suis également diplômé de l'INSA de Lyon en télécommunication. Je suis en thèse CIFRE en dernière année, donc je parle des méthodes et je travaille sur des méthodes de machine learning pour apprendre à détecter en continu les anomalies et les cyberattaques dans les réseaux. Je suis donc en thèse dans le laboratoire de l'INSA de Lyon, le CityLab, qui est un laboratoire en télécommunication, et je suis accompagné tout au long de cette thèse par SPICS, l'ESN du groupe SPI, qui accompagne ses clients sur tout ce qui est infraréseau, data, IA, cyber. On est d'ailleurs au stand G6 juste à côté. Alors les méthodes les plus simples, vous les connaissez sûrement, sont les méthodes par signature. Donc, comment ça fonctionne? On a une base de données avec des motifs qu'on sait identifier comme des anomalies. Donc dès lors qu'on va voir passer du flux réseau, on va regarder, est-ce qu'on retrouve ça dans notre base de signature? Si oui, alors on fait face à une cyberattaque, sinon on est face à un flux bénin. Alors vous imaginez bien que la base de données ne contient pas toutes les signatures qu'il existe sur Terre et des nouvelles techniques sont créées tous les jours. Donc cette base de signature, on va devoir la mettre à jour. Et le temps entre la détection d'une nouvelle attaque et la mise à jour de cette base de signature, on estime qu'il va s'écouler à peu près 2 mois. Donc 2 mois, c'est l'exposure Windows, c'est le temps durant lequel on aura détecté cette nouvelle attaque, mais on sera incapable de la détecter uniquement avec cette méthode, car toutes les bases de signature n'auront pas été mises à jour. Alors les méthodes par signature, elles sont très utilisées, elles sont historiques, mais elles sont rarement utilisées seules, parce qu'il faut les mettre à jour régulièrement et elles sont sensibles aux changements. Donc en général, on les utilise souvent de manière complémentaire avec d'autres techniques un peu plus sophistiquées, comme celle de notre niveau 2, les techniques par machine learning. Donc le machine learning, c'est des techniques d'apprentissage où on s'appuie sur un système d'entraînement. Donc on va avoir plein d'exemples, et le but, c'est pas de créer des règles fixes, mais plutôt d'inférer sur une règle générale qu'on aura construite à travers tous les exemples. Donc je ne vais pas citer tous les algos de machine learning, mais parmi les plus connus, on a le clustering, où on regroupe des points qui se ressemblent au sein d'un même cluster, les régressions linéaires, non linéaires, et les arbres de décision. Donc les méthodes de machine learning, elles permettent de détecter des variants. Là où les méthodes par signature, si on diffère un petit peu de la signature, on passe à côté. Ici, on va pouvoir aller vers des attaques un peu plus complexes, même si on sera limité en complexité. Et c'est là qu'intervient le niveau 3, le deep learning. Alors le deep learning et les réseaux de neurones, on ne va pas faire un cours dessus, mais ce sont des structures qui, elles aussi, s'entraînent et vont pouvoir trouver des attaques un peu plus complexes. Alors là, le problème avec les réseaux de neurones, ce n'est pas la complexité des attaques. Parce que leur objectif, c'est justement de trouver des corrélations beaucoup plus fines et des attaques beaucoup plus complexes dans les réseaux. Le challenge, ça va être le réseau lui-même. Le réseau, c'est un environnement qui n'est pas stationnaire. C'est un environnement qui évolue dans le temps. Une anomalie d'aujourd'hui peut devenir un bon comportement demain, et inversement. Si on prend un exemple un peu plus proche de notre quotidien, si en 2015 on achetait 7 masques Covid en une semaine, on était vu comme un fou, comme une anomalie. Alors qu'en 2019, c'est l'inverse. On faisait partie de la norme si on achetait au minimum 7 masques dans une semaine, et au contraire, on était vu comme une anomalie si on en achetait un, ou pire, pas du tout. Dans les réseaux, c'est la même chose. On appelle ça le concept drift. Donc les comportements évoluent, les réseaux physiques aussi évoluent, parce qu'on a des nouveaux devices, des nouveaux utilisateurs, des nouvelles applications, des nouveaux comportements. Et donc on peut le voir avec cette étude, on a mis différents modèles de machine learning, donc en passant par du random forest à le premier, c'est un réseau de neurones. Peu importe la vitesse, si on entraîne un modèle en 2016 et qu'on le laisse comme ça tel quel sans le réentraîner, l'erreur augmente très rapidement. Il faut donc alors réfléchir, et c'est ce que j'ai fait durant ma première année de thèse, à une méthode qui nous permette d'apprendre en continu contre le concept drift. Et j'ai réfléchi à un moment où l'intelligence artificielle
elle apprenait facilement en continu. Et j'ai tout de suite pensé à l'exemple des jeux vidéo. Alors je vous présente Flappy Bird, vous connaissez sûrement le jeu. On a un oiseau, on le contrôle en sautant ou en le laissant tomber, et l'objectif c'est de passer à travers le plus de tuyaux possible sans se cogner. Alors si un modèle d'intelligence artificielle veut jouer à Flappy Bird, elle, ce qu'elle va voir, c'est la position de l'oiseau, son inclinaison, sa vélocité, la position des tuyaux, bref. Elle va plutôt observer des vecteurs qui vont représenter un état, donc l'environnement à un moment donné. On va lui donner accès à des commandes, donc comme je vous l'ai dit, sauter ou ne rien faire. Donc si on saute, l'oiseau avance, et si on ne fait rien, l'oiseau retombe, et l'objectif c'est de passer à travers les tuyaux. Donc si je vous donne accès comme ça à un jeu que vous ne connaissez pas, avec une manette, et je vous dis, tenez, ça c'est pour sauter, ça c'est pour rien faire, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de comprendre comment jouer? Bon, au début, vous allez jouer un peu aléatoirement, un peu au pif, et en fonction de ce qui se passe, vous allez adapter vos actions pour ensuite prendre les meilleures décisions, et si vous êtes très bon, vous allez même réussir à faire des bons scores. Alors pour nous, humains, c'est assez facile de se dire que, ok, quand je me cogne, c'est une mauvaise chose, quand je passe à travers un tuyau, c'est une bonne chose, mais pour un modèle d'intelligence artificielle, il faut lui expliciter tout ça. Et c'est là qu'intervient, un peu trop rapidement, la récompense. Donc la récompense, très simplement, dès qu'il y a une collision, on va dire au modèle que ce n'était pas une bonne chose, on va lui donner une pénalité, et dès lors qu'il va passer à travers les tuyaux, on va lui donner une récompense. Et au fur et à mesure comme ça des récompenses, il va apprendre à faire les bonnes actions dans les bons états. Donc si on regroupe tout ça, on a l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, où on a un agent qui va interagir avec un environnement en réalisant des actions, donc sauter ou ne pas sauter, recevoir une récompense, et au fur et à mesure comme ça des récompenses qu'il va recevoir, il va savoir prendre les meilleures décisions dans, on l'espère, n'importe quel état, et donc atteindre ce qu'on appelle une politique de décision optimale. Alors on peut le voir ici, petit à petit, au fur et à mesure du temps, l'agent au début il va jouer un peu aléatoirement, et plus le temps va avancer, plus comme vous le voyez, il va réussir à passer de plus en plus de tuyaux et réussir à jouer correctement à Flappy Bird. Alors j'ai coupé la vidéo, mais si on continue l'entraînement et qu'on a une fonction de récompense qui est bien calibrée, le modèle peut jouer de manière infinie à Flappy Bird sans jamais se cogner. Alors la politique de décision, c'est un ensemble d'états auquel on va raccrocher des scores pour chaque action. Donc l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, OK, je suis dans cet état, je vais regarder dans ma politique de décision, dans cet état, le score pour l'action ne pas sauter est plus élevé, donc je vais choisir l'action ne pas sauter. Et vous imaginez bien qu'au début, on n'est pas à des 99,1, 97,3, on est plutôt autour de 50-50, et au fur et à mesure du temps, on va mettre à jour ces scores. Comment on va les mettre à jour? Uniquement en se basant sur les récompenses qu'on a obtenues. Alors là, ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre la formule. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on se base vraiment uniquement sur la récompense immédiate, donc ce qu'on vient de recevoir, et sur les récompenses potentielles futures. Donc peut-être que je suis dans un état où j'ai obtenu une bonne récompense, mais ça me met dans une posture où les futures récompenses seront mauvaises. Donc on choisit le bon trade-off entre récompense immédiate et récompense future. Alors là, on a un jeu assez simple. J'ai dessiné quelques états, en réalité il y en a un peu plus, mais il n'y en a pas non plus énormément. Si on est dans un jeu un peu plus complexe, comme Mario Bros par exemple, des états il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Mario qui est en l'air, Mario qui est en bas, à gauche, à droite, dans l'os, dans le monde 1, dans le monde 2, avec une fleur, il y en a énormément. Et les états et les actions c'est pareil, reculer, avancer, sauter, etc. Stocker tout ça dans une structure de données, ce serait incohérent. On a une explosion du nombre d'états, et la plupart du temps, on rencontrerait un état pour la première fois. Donc on n'aurait pas encore mis à jour ses scores. Donc on jouerait aléatoirement. Nous, ce qu'on veut, c'est un approximateur auquel on va donner un état, qu'on a vu ou non, et qui va nous dire, OK, pour cet état, que je n'ai certes jamais vu, je pense que la meilleure action à faire, c'est ça. Et j'en suis sûr à tant de pourcents. Alors je sais pas vous, mais moi, un approximateur comme ça de fonctions, j'en connais un, et je suis sûr finalement que vous aussi, parce qu'on l'a vu juste avant, c'est le réseau de neurones. Donc on va lui donner un état, donc par exemple une capture d'écran du jeu de Mario, même si en réalité ce ne sera pas une image, et derrière il va se dire, OK, cet état-là, je ne l'ai jamais vu, mais je me suis entraîné sur énormément d'états, et je pense que dans cet état-là, tu dois ne pas bouger. Et on va réentraîner le réseau de neurones de manière similaire en se basant uniquement sur la récompense. Bon, j'aurais bien parlé de jeux vidéo un peu plus longtemps avec vous, mais il est temps de revenir à nos moutons et aux cyberattaques. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'apprentissage par renforcement, réaliser des actions, interagir avec l'environnement, recevoir des récompenses, on va faire la même chose avec nos réseaux informatiques.
Donc on a ce schéma-là. Donc l'environnement, ce n'est plus le jeu Flappy Bird, mais c'est notre réseau informatique. L'état, ce n'est plus la position de l'oiseau, la position des tuyaux, mais ce sont nos flux réseau, un ou plusieurs. Et les actions, ici, on va rester très simple. Donc on va lever une alerte ou ne rien faire. Mais les actions, ça pourrait être rediriger un trafic, bloquer une adresse IP, interdire telle ou telle application. Ici, on reste très simple. On dit lever une action ou ne rien faire. Et la récompense, ça va être, est-ce qu'il y a un match avec l'étiquette dans le dataset qu'on est en train d'utiliser. Donc dans les datasets, on a un flux réseau, l'étiquette. Donc un flux réseau, c'est une attaque DDoS, un flux réseau, c'est un flux normal, un flux réseau, etc. On va regarder le match entre le label et l'action. Alors l'apprentissage par renforcement, il coche un peu toutes les cases des challenges qu'on s'était dit avant. Donc il va nous permettre d'apprendre en continu contre les cyberattaques, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, d'apprendre en continu des comportements nouveaux, voilà. Grâce à une récompense flexible qui va nous permettre justement d'essayer de lutter contre le concept de risque, vous savez, le changement des comportements sur les réseaux. Je vous propose de revenir sur la fonction de récompense. On a dit qu'on allait se baser sur l'étiquette. Bon, c'est bien beau, mais si moi demain j'ai envie de déployer cette solution dans un réseau réel, je ne vais même pas avoir ces étiquettes. Des fois, je n'ai même pas les données. Comment je pourrais espérer avoir des labels et des étiquettes pour chaque flux réseau? Alors, si on n'a pas de label, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer ce label. C'est ce qu'on a appelé le métalabel. Et ce métalabel, on l'a créé en se basant sur une technique qu'on a vue juste avant, le clustering. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va regrouper nos flux de réseau à travers plusieurs clusters. Et pour faire très simple, si notre flux courant est dans le cluster des flux normaux, alors on va considérer que le métalabel est normal. S'il est dans le plus petit cluster, donc là c'est des règles simples, on va considérer que le métalabel est donc anormal. Alors en réalité, on n'utilise pas du clustering, mais du clustering flou. C'est-à-dire qu'on va pas dire tu appartiens à tel ou tel cluster, mais on va plutôt dire tu appartiens à tant de pourcents à ce cluster et à tant de pourcents à ce cluster-ci. Pourquoi ça change? Car si je lève une alerte alors que le flux est en plein milieu du cluster normal, je vais le pénaliser très fort. Mais si je lève une alerte et qui se situe dans le cluster normal, mais à la périphérie de ce cluster, entre deux clusters, je ne vais pas me dire que je vais le pénaliser aussi fort que dans le premier cas. Donc je vais pouvoir adapter ma récompense, l'affiner, et ça va permettre à mon agent, un peu comme à Flappy Bird, où on pourrait affiner et dire si tu te cognes en haut, c'est moins grave que si tu te cognes en bas, etc. Ça va lui permettre de converger plus vite vers une meilleure politique de décision. Cet algorithme, on l'a déployé dans de grandes victimes de cyberattaques, malheureusement, ce sont les centres hospitaliers. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le trafic d'un hôpital à travers, dans une VM, on a récupéré les paquets réseau, on les a transformés en flux réseau, on les a préprocessés, on a entraîné notre algorithme tout d'abord sur un dataset de la littérature, donc avec des labels, et on a continué l'entraînement sur donc nos fameux métalabels. Il est trop tôt pour faire de très grandes conclusions, on est au début des expérimentations, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'entraînement sur la première partie, donc sur le premier dataset de la littérature, il va conditionner énormément les résultats qu'on aura à la fin de l'expérimentation. Mais on y reviendra juste ensuite. Les challenges qu'on a, sur les travaux de recherche, ça va être dans un premier temps l'algorithme de clustering. On a dit qu'on clusterisait les flux réseau, mais il y a plusieurs façons de faire. On va pouvoir utiliser des algos qui se basent sur des distances, des algos qui se basent sur la densité, sur des structures hiérarchiques, etc. Ou même combiner tous ces algorithmes. Je ne sais pas s'il y a une réponse parfaite, s'il y a même une solution, mais en tout cas, il faut creuser ce point-là. Le deuxième point, c'est le concept drift. Comme on l'a vu, on est dans un framework idéal où on va pouvoir apprendre en continu, mais tout n'est pas magique, il faut une bonne fonction de récompense, il faut affiner les retours qu'on va donner à notre agent. Et enfin, on a les données d'entraînement. Comme je vous l'ai dit, le dataset qu'on a utilisé au tout début, il conditionnait les résultats qu'on avait à la fin. Parce qu'en plus d'avoir des données de qualité, il nous faut aussi des données qui soient pertinentes et cohérentes. C'est peut-être ce qu'on pense quand on dit de qualité, mais je préfère l'expliciter. Pour faire simple, si on ne regarde pas les bonnes informations, on ne va pas pouvoir détecter les bonnes classes, même si on a le meilleur réseau de neurones, si les données sont très propres, normalisées, etc., etc. Si par exemple on veut détecter des attaques DDoS, mais qu'on regarde en aucun cas des informations sur, je ne sais pas, la taille des flux, la taille des paquets, etc., on ne pourra pas détecter d'attaques DDoS. Et ça s'applique pour des attaques encore plus complexes que ces dernières. On utilise, comme je vous l'ai dit, aussi beaucoup de datasets de la littérature.
On a de la chance, il y a toutes sortes de datasets, des grandes entreprises, des petites, des grandes architectures réseau, des petites architectures réseau, de l'IT, de l'IoT, etc., etc. Donc franchement, on a de tout, c'est documenté, c'est propre, la plupart du temps c'est équilibré, mais il n'y a pas de dataset parfait. Le dataset parfait, il n'existe pas, parce que les datasets qui sont publics, ils ont été faits dans un contexte, suivant un scénario, dans une architecture réseau. Et ce n'est ni votre scénario, ni votre architecture réseau, ni votre contexte. Alors, la donnée parfaite, elle se situe peut-être là où on veut déployer directement le modèle d'intelligence artificielle. Donc si je veux déployer mon modèle dans vos réseaux, c'est sans doute ici que se trouve la bonne donnée pour entraîner l'intelligence artificielle, et il suffit juste de la valoriser et d'aller la récupérer au bon endroit. Donc la réelle donnée dont on a besoin et le dataset parfait, c'est sans doute vous qui l'avez. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour cette présentation. On a du temps, hein, donc parfait. Hein, on a un petit peu moins de 10 minutes. Hein, si vous avez des questions à évoquer, allez-y, hein, bien sûr, avec grand plaisir. Tu parlais tout à l'heure par exemple, des hôpitaux, mais est-ce que sur un modèle d'apprentissage par renforcement, on peut faire des attaques par inférence d'appartenance ou pas? Pardon? Est-ce que sur un modèle d'apprentissage par renforcement, comme tu décris, on peut faire une attaque d'inférence d'appartenance? C'est-à-dire retrouver un peu les données d'entraînement? Ah. Là aussi, comme on cache à certains moments les retours du modèle, l'objectif, ça ne va pas être de divulguer la fonction de récompense, parce qu'on va pouvoir la deviner dans l'autre sens. L'objectif, c'est d'avoir cette fonction de récompense qui nous permet d'avoir une flexibilité dans la manière dont on va récompenser l'agent, et elle nous permet aussi d'expliquer pourquoi l'agent a tel ou tel comportement. Après, dévoiler cette fonction de récompense, c'est dévoiler l'information de comment l'agent est entraîné. Et oui, on peut avoir des attaques type adversarial, etc., qui vont comprendre le fonctionnement de l'agent et donc l'utiliser pour pouvoir passer à travers les mailles du filet. Donc si la fonction de récompense est bien définie et qu'elle n'est pas divulguée, les techniques simples comme on les connaît de adversarial, donc d'inférer le comportement de l'agent, normalement ne seraient pas aussi simples que ça. Ça répond bien. Est-ce que vous avez une autre question ? Bonjour et merci pour la présentation. Moi j'ai une question parce que pour les jeux vidéo, la récompense est assez facilement calculée, on le voit vite. Comment vous, sur un flux réseau, vous pouvez déterminer la récompense à atteindre? Alors déjà dans les jeux vidéo, c'est facile oui et non. Pardon. Parce que des fois, ce qui va être compliqué, c'est justement d'aligner la récompense avec le comportement qu'on a envie que l'agent ait. Donc par exemple, il y avait quelque chose aussi il y avait une expérience qui avait été faite avec l'apprentissage par renforcement où on voulait apprendre à un robot à retourner une crêpe et on lui disait pour retourner la crêpe, on maximise ta récompense si la crêpe va très haut. Et au lieu de retourner la crêpe et de l'envoyer très loin, très haut, lui il l'a jetée loin. Et la crêpe allait hyper loin, à côté de la plaque, mais la récompense était maximisée. Mais on n'était pas aligné avec les objectifs. Pour l'apprentissage par renforcement pour les réseaux, c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs façons de faire. Nous, dans le cadre de la thèse, on se focus surtout sur les manières d'apprendre. Et donc, la récompense, justement, on va essayer de la baser sur les retours qu'on pourrait avoir, même si on fait que lever une alerte ou ne pas lever d'alerte. On n'agit pas réellement sur l'environnement. Mais dans un cas où on interagit directement avec l'environnement, on pourrait se dire que nos actions sont par exemple de bloquer tel port, de bloquer telle adresse IP, de retourner tel trafic. Et ensuite, en monitorant le trafic, on va pouvoir se dire, OK, est-ce que l'état du réseau s'améliore? Et donc créer une fonction de récompense à partir de la manière dont le réseau évolue suite à notre action. Donc là, il y a une vraie interaction, un vrai retour. Et la fonction de récompense, c'est à nous de la construire avec la connaissance métier. Parce qu'on parle du jeu vidéo, on parle aussi des réseaux. Mais il y a plein d'autres domaines où l'apprentissage par renforcement est appliqué. Et en général, cette brique fonction de récompense, ce n'est pas souvent les personnes qui dev toute la partie IA qui s'en occupent, mais c'est plutôt les métiers qui vont apporter leurs connaissances. Parce que justement, en apportant des connaissances supplémentaires, on appelle ça le reward shaping, donc on ajoute des connaissances en plus dans la récompense, ça va nous permettre de faire converger l'agent beaucoup plus vite.
Donc il n'y a pas de solution miracle, il y a des exemples de fonctions de récompense, il y en a énormément qui existent. Il faut juste les tester et surtout essayer de faire en sorte qu'elles s'alignent bien avec les attentes qu'on a de l'agent. On a encore le temps de quelques questions, si vous en avez une à l'esprit. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation déjà. Et donc moi je voulais revenir sur ta fonction de récompense parce que j'avoue pas forcément voir l'application. Typiquement entre les premières étapes où peut avoir un intrus on va dire sur le réseau, il peut se passer des temps extrêmement longs jusqu'aux actions. Donc typiquement ça peut être 1 mois, 2 mois, N mois, années. Et donc je vois pas dans ce cadre-là comment une fonction par récompense, tu vas pouvoir corréler un événement, je sais pas moi, un journal de sécu qui est apparu il y a 9 mois et aujourd'hui on va dire je sais pas, par exemple un changement massif d'adressage. Comment tu arrives à corréler des choses où il y a un décalage énorme spatio-temporel? Ok. Alors déjà une chose à savoir, c'est qu'en analysant les flux réseau, on ne peut pas détecter toutes les attaques. Et si aujourd'hui on vous dit qu'une seule brique détecte tout, c'est sans doute pas possible. Mais là, on va pouvoir avoir la main, c'est sur la manière dont on construit les états, par exemple. Donc les états, ils vont se construire soit en utilisant un flux, soit plusieurs, donc on va pouvoir voir ça, mais aussi sur le réseau de neurones qu'on va utiliser. Le réseau de neurones ici, c'est un réseau de neurones très simple, mais il y a des réseaux de neurones qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. Donc ce sont des réseaux de neurones temporels qui vont garder un souvenir de ce qui s'est passé. Et à chaque étape, ils vont se dire, OK, cette information-là, elle est hyper importante, donc je la garde. Cette information-là, elle est plus utile maintenant, donc je m'en débarrasse. Et à chaque fois, quand il va prendre la décision, il va regarder ce qui se passe actuellement et ce qu'il a aussi un peu en mémoire. Donc ça permet de ne pas voir que le moment présent. Après, pour être honnête, ça permettra peut-être pas aussi de voir quelque chose qui est apparu il y a 1 an. Et il y a d'autres techniques comme enregistrer certains flux réseau qui sont très pertinents pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et aussi l'utilisation, là on est resté sur un simple agent, mais il y a des démarches aussi multi-agents où plusieurs agents vont à des vitesses différentes, sont à différents points du réseau, ont des actions différentes, et ce qui permet de détecter des attaques qui sont plus lentes. Mais c'est presque un autre domaine de recherche parce qu'on est sur des campagnes d'attaque. Donc j'ai un collègue qui travaille sur ça dans ses travaux de recherche, et lui il a un dataset où il n'y a pas 10 000 attaques, il a un dataset qui dure 1 an, et dedans il y a une attaque qui se met en place petit à petit au fur et à mesure des mois. Donc les techniques seraient différentes de si on veut juste détecter une attaque immédiatement, par exemple. Merci à vous. Il nous reste du temps. Si vous voulez profiter encore de cet espace de questions, allez-y.